Salut les amis, il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo sur l'analyse dimensionnelle en physique et je vous ai dit que c'est un outil ultra important pour réussir à comprendre des choses essentielles dans tes exos de physique. L'analyse dimensionnelle, c'est majeur. Il faut que tu comprennes ça parce que si tu passes à côté de l'analyse dimensionnelle, tu peux faire des grosses erreurs. Donc je t'ai fait une vidéo spécifiquement sur ça, je te mets le lien au-dessus de ma tête et tu peux la revisionner. Et en général, quand je fais des exercices avec mes élèves, je tombe toujours sur des choses intéressantes. Et là, en l'occurrence, dernièrement, j'ai fait cet exercice. Donc là, on est en physique-chimie, spé-physique-chimie en terminale, et on est sur le chapitre évolution spontanée d'une réaction chimique et quotient de réaction, etc. Et donc, en fait, avec cet exercice, je me suis dit, tiens, la question 1, la question 2 plutôt, il y a un truc méga important à dire en lien avec l'analyse dimensionnelle. Donc je te fais cette vidéo pour illustrer ce que je t'ai expliqué sur l'analyse dimensionnelle, comme quoi à un moment donné, il est possible que ça te sauve et que tu puisses choper des points plutôt que d'en perdre. Et typiquement sur une question comme celle que je vais te montrer ici, l'analyse dimensionnelle, elle va clairement nous servir. Donc pour te remettre dans le contexte de l'exercice, en gros, tu as une réaction acide-base entre deux couples. Alors déjà, il y a une erreur. Bon, ça, rien à voir, mais on va quand même je vais quand même le dire parce qu'il y a une petite erreur ici, là, il n'y a pas de moins. Bref, on a deux couples acide-base, on te demande d'écrire la réaction acido-basique. Je ne vais pas faire l'exo, hein, mais je t'explique juste grosso modo. Et puis, en fait, dans la question B, on te demande de construire le tableau d'avancement et puis de déterminer le XF. Okay, enfin, en gros, de déterminer la composition du mélange à l'état final, mais en gros, il faut déterminer XF, l'avancement final de ta réaction. Bref, on a une histoire de conductivité à utiliser dans cet exercice. Et en fait, j'ai pas fait le tableau, j'ai juste mis rapidement la formule, le résultat. Le fait est que on tombe sur cette formule-là en fait pour XF. Donc cette formule, elle met en jeu, je t'explique rapidement, elle met en jeu la conductivité de la solution à l'état final. Elle met en jeu, on a mélangé en fait deux solutions, donc un volume V1, un volume V2, donc on obtient une solution globale de volume V1 plus V2. Donc elle met en jeu le volume global. Elle met en jeu la concentration et le volume de la première espèce, ainsi que son coefficient de conductivité molaire ionique, molaire ionique, pardon. Et elle met en jeu aussi la concentration et le volume de la deuxième espèce qu'on a mélangé. D'accord, on a mélangé en gros NH4+ et Cl-. Il y en a, on a mis volume V1, concentration C1, l'autre on a mis volume V2, concentration C2, et puis chacun a son coefficient stoichiométrique. Son coefficient, je dis n'importe quoi, son coefficient de conductivité molaire ionique. Donc on en est là, on a l'expression du XF, ok? Là, je t'ai juste remis dans le contexte. Maintenant, imagine que tu es dans l'exo, vu qu'il faut donner la composition finale du mélange, il faut calculer XF. Ça veut dire qu'il faut faire une application numérique. Et là, la question se pose. La question se pose, c'est qu'est-ce que je mets comme unité pour le volume? Si je réfléchis pas au truc, je vais mettre des litres. Puisqu'on est habitué, on est en chimie, on est habitué à mettre les volumes en litres. Après, tu sais bien que quand tu parles de la conductivité d'une solution, il y a une histoire de mètres cubes pour les volumes. Et donc, en fait, il y a une ambiguïté. Et si tu as un exo comme ça dans un contrôle et que tu restes bloqué sur l'ambiguïté, il se passe quoi? Alors, si tu penses pas à l'ambiguïté, bah, tu vas mettre des litres et puis tu auras faux. Et puis, si tu penses à l'ambiguïté, mais que tu n'as pas l'outil analyse dimensionnelle, tu vas pas savoir quoi faire. En fait, regarde ce qu'on va faire. On va tout simplement considérer les unités. Donc, les unités, je les ai toutes ici. Ouais, je vais copier ça sur une nouvelle page et puis je vais copier ça sur une nouvelle page. Hop, voilà, je vais bosser là. Tac, tac, tac. Ok, alors nous y voilà. L'analyse dimensionnelle, elle va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre de savoir qu'est-ce que je colle comme unité ici. Est-ce que je mets des mètres cubes? Est-ce que je mets des litres? Et tu vas voir, ça va être ultra rapide. En fait, on sait qu'à la fin, on veut obtenir des moles, puisque tu cherches un avancement, donc c'est des moles. On sait que le sigma, il le redonnait dans l'exercice, tu vois, c'est ici, là. Le sigma, c'est des millisiemens par mètre. Donc, il le donne en millisiemens mètre moins 1. Pour l'instant, je ne mets rien pour le volume. Le lambda ici, pareil, on nous dit que c'est des millisiemens mètre carré mol moins 1. Donc je sais que le lambda ici, ça va être des millisiemens mètre carré mol moins 1. C fois V, alors C fois V, tu vois, si je laisse comme à l'habitude C en mol par litre et V en litre, qu'est-ce qui va me rester? Donc je mets C en mol par litre et puis je mets le volume en litres. Ok?
Mol par litre fois litre, on sait qu'il va rester que des mols. Et puis là, l'unité du lambda C2V2, ça sera la même que le lambda C1V1. Donc je ne m'en occupe pas, je vais mettre juste idem. Voilà. Et puis au dénominateur, je vais avoir la même chose, millisiemens, mètre carré, mol moins 1. Donc on en est là. Donc en gros, pour ce qui est des unités, j'ai des millisiemens fois mètre moins 1, plus des millisiemens mètre carré, mol moins 1, fois des mols par litre, fois des litres. En gros, ça c'est ce que j'ai au numérateur. Et au dénominateur, j'ai des millisiemens mètre carré, mol moins 1. Ok. Et il me manque quoi? Bah, il me manque l'unité du volume ici. V1 plus V2. L'unité du volume. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets des litres? Est-ce que je mets des mètres cubes? Pour être sûr de mon coup, je vais regarder, je vais faire toutes mes simplifications d'unités et je vais faire en sorte qu'à la fin, il reste des mols. Alors là, tu vois, si tu regardes litre moins 1 par litre, ça dégage. Mol moins 1 par mol, ça dégage. Ensuite, au numérateur, j'ai des millisiemens de partout. De toute façon, je peux simplifier avec le dénominateur, donc ça dégage. Et après, pour qu'il me reste juste des mols, on voit qu'au dénominateur, là, j'ai des mols moins 1, tu vois. Et après, j'ai des histoires de mètres carrés un peu partout. Tu vois, si je réécris un petit peu ici, je vais avoir donc mètre moins 1 fois un truc, je sais pas quoi, litre ou mètre cube, plus des mètres carrés sur des mètres carrés fois mol moins 1. Bon, bah, si tu veux simplifier tes mètres carrés, il faut qu'au numérateur, tu n'aies que des mètres carrés. Et pour avoir que des mètres carrés, bah ici, il faut des mètres cubes. Parce que si tu places mètre cube ici, donc un volume, si le volume V1 plus V2, tu le mets en mètre cube, qu'est-ce que je vais avoir? Mètre cube fois mètre moins 1, ça fait mètre carré. Ok? Et en fait, je vais me retrouver avec quoi? Bah, je vais me retrouver avec des mètres carrés au numérateur et au dénominateur, mètre carré fois mol moins 1. Les mètres carrés, ça va dégager. Il va me rester l'inverse de mol moins 1 et l'inverse de mol moins 1, c'est des mols. Et des mols, c'est bien l'unité d'une quantité de matière. Voilà en fait ce que je vais te montrer. En gros, pour te redire un peu le contexte, on est dans une situation où si on ne se pose pas la question des unités, on va mettre, vu qu'on est en chimie, on est habitué au volume en litres, on va mettre les volumes en litres et on aura faux. Parce qu'ici en fait, tu auras un problème de puissance, de puissance 10 en fait, et du coup, ton calcul sera faux. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si jamais tu te poses la question de l'unité, il faut que tu aies l'outil analyse dimensionnelle pour être sûr de ton coup, pour être sûr de toi, pour pas hésiter à te dire bon bah je vais prendre au pif, je crois que c'est mètre cube, attends non, je crois que c'est... Non, si tu appliques l'analyse dimensionnelle, au moins tu es sûr de ton coup, tu sais exactement ce que tu fais. Et là je te l'ai détaillé, tu as vu, ça fait une vidéo de 5-10 minutes, parce que je t'explique tout, je te montre en fait pourquoi c'est important, quel type d'erreur tu peux faire, à quel moment ça va t'enlever des points. Mais après, dans le feu de l'action, si je suis en contrôle sur ma copie et que je dois faire ça, le petit truc que je t'ai montré là, en mode concentration ultime, en mode je suis en train de faire mon contrôle et je vais choper des points, ça va me prendre. Allez, si ça me prend une minute, c'est le bout du monde, tu vois. Et en une minute, je suis sûr de mon coup, je sais qu'en calant des mètres cubes, j'obtiens des mols, je suis tranquille, je suis sûr de moi, j'hésite pas, je continue mon exo. Ok? Donc voilà concrètement l'analyse dimensionnelle. Tu vois, j'étais tombé sur cet exercice. Quand j'ai vu cette question, en fait, dans cet exercice, je me suis dit, ça, clairement, je vais l'expliquer en vidéo pour montrer à quel point l'analyse dimensionnelle peut être ultra importante concrètement, quoi. Dans un exo où on peut hésiter sur les unités, notamment. Et puis c'est important pour d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et n'hésite pas aussi à aller voir sur mon site internet si tu veux voir tout ce que je propose, les vidéos synthèses, les exobilans, les fiches, le coaching perso. Il y a tout ça qui est décrit sur mon site. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour, ça fera toujours plaisir. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao.